Ah, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, de vous avoir fait venir à cette heure si avancée de la nuit. Il n'y a pas d'heure avancée pour un médecin. C'est mon métier qui veut ça. Comme pour les pompiers, éteindre les incendies et la maladie en état. Des ennuis de santé, monsieur le président? Non, pas vraiment. Je dirais plutôt des ennuis de nuit. Ah bon? C'est bien ça. Des ennuis de nuit, des ennuis nocturnes. Mais ce n'est pas de mon ressort. Attendez que je vous explique. La nuit est devenue une contrainte pour moi. Quand vient l'heure d'aller me coucher, je suis pris d'angoisse. Une angoisse oppressante qui m'empêche de respirer. Commence alors mon errance dans les jardins vides du palais. Que le sommeil me surprenne sur un de ces bancs, je peux à la limite, mais à l'extrême limite, dormir 1 heure, voire 2. Il suffit que j'envisage d'aller dans ma chambre, d'aller m'étendre un peu que mon angoisse et mes crises d'insomnie reprennent. Mais les événements de ces derniers temps vous ont épuisé, monsieur le président. 2 coups d'État coup sur coup, une guerre civile. Ouais. Même pour le plus valeureux des hommes d'État, c'est une dragée qui se paye en une insomnie. Et les guerres civiles me connaissent, vous savez. Les coups d'État et les complots aussi. J'en ai beaucoup connu et fomenté quelques-uns moi-même. Non, aucun coup d'État ne m'a empêché de dormir. Je dors d'ailleurs jamais mieux sur mes 2 oreilles que lors des coups d'État. Oh, c'est bien merveilleux, barbiturique. Le plus bel alibi pour être surpris dans son sommeil. Je peux avouer qu'il n'y en ait aucun qui ait lieu dans ce pays dans lequel je n'ai mon empreinte. Ah, surtout ceux de mes opposants. Quand je les vois s'agiter, comme ils l'ont fait le mois dernier, ma joie est à son comble. Je sais qu'ils vont tous tomber dans mon escarcelle. Ah oui, dans mon escarcelle. Une petite rallonge à gauche, une menace à droite, et les voilà tous. Accourant pour venir s'auto-désigner ou s'accuser mutuellement. Ah oui, c'est ça la politique en Afrique. Créer les besoins et se dire en même temps. Tu donnes à gauche, tu tapes à droite, et vice-versa. Tu donnes à droite, tu tapes à gauche. Les politiciens en Afrique sont comme les pintades de basse-cour, toujours promptes à aller où l'on jette du grain, incapables de voler de leurs propres ailes. Il n'y a que leurs convictions qui s'envolent. Non, je ne crains pas de ce côté-là, docteur. J'ai tellement appris à les déjouer, tous. C'est le prix de ma survie. Mais depuis le dernier coup, les choses ont changé. Je ne dors plus. Même avec les somnifères que je vous ai prescrits. C'est vrai. Ils n'étaient pas fortement dosés. Ce ne sont pas les médicaments qu'il faut incriminer. J'en ai pris d'autres en votre absence qui étaient censés me procurer paix et sérénité. Monsieur le Président. Non, quel que soit le médicament. La sérénité m'a abandonné. Tout comme mon épouse d'ailleurs. Ah, la nouvelle court en effet. Alors qu'est-ce qui se dit? Que la première dame ne partage plus la couche présidentielle. Qu'elle s'est réfugiée avec sa sœur dans les annexes du palais. Ah, que les nouvelles vont vite. Et surtout ce genre de nouvelles totalement inutiles. Oui, Président, c'est ce qui se dit. Mais s'il ne s'agissait encore que de la première dame, mes enfants, mes propres enfants, vous m'entendez? Même mes enfants sont près à moi. Ils m'accusent d'avoir entraîné leur oncle dans la mort. Ils sont devenus perméables à tous ces ragots que l'on colporte sur leur père. On dit que leur oncle avait été prisonnier, que le président, leur père, a ordonné qu'on n'a pas sans sommation. Vous vous rendez compte? Et pourquoi pas, tant que nous y sommes, que j'ai fait fouetter son corps ou que je lui ai crevé les yeux de mes propres mains? Mais vous n'êtes pas homme, Monsieur le Président, à vous laisser distraire par les rumeurs. Les opposants ne sont jamais aussi habiles que dans la médisance. Un proverbe vient de chez nous, ne dit-il pas que le chef ne voit pas le diable? Que Dieu vous préserve de la morale des proverbes. C'est celle des petites gens
moi, voyez-vous. Ma fonction m'a amené à le voir. J'ai vu le diable. J'ai déjà vu le diable dans la personne de mes courtisans. Tous, plus obséquieux les uns que les autres, et pourtant toujours prêts à vous poignarder dès que vous avez le dos tourné. Et puis, il y a ce rêve qui revient chaque jour plus obsédant. Si j'ai déserté mon lit, ce n'est pas par hasard. Chaque nuit, je fais toujours le même cauchemar. Je rêve de rats. Des rats qui me mangent le cerveau, me grignotent les pieds. Il y a même un troisième groupe qui me pénètre dans le ventre par l'arrière. Tous les jours, le même cauchemar. Depuis quand ce rêve vous harcèle-t-il? Je suis habité par la peur qu'il arrive un malheur à ma femme. Je sais que je ne m'en remettrai jamais. Depuis quand ce rêve vous harcèle-t-il? J'ai aussi peur que quelqu'un s'en prenne à mes enfants. Mais qui en voudra à vos enfants? Qui en voudra à mes enfants? Mais bien sûr que personne n'en veut à mes enfants. Vous êtes sûr qu'au Oluka, on n'a pas hâte à mes enfants? Oh, mais Oluka est bien mort, monsieur le président. Mort! À vous entendre dans votre tenace nationalité, il est indiscutable que vous ne connaissez rien à l'Afrique. Ici, les morts ont la vie dure. Comme le chante notre poète Birago. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire Et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Qui frémit, qui frémit, qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Qui gémit, qui gémit, qui gémit. S'il n'était qu'un frémissement dans les feuilles des arbres, par simple évocation poétique d'une Afrique millénaire. S'il n'était que des êtres allégoriques aux formes étranges. Non! Ce sont des inclinaisons malfaisantes de l'horreur la plus insupportable. Ceux qui ont croisé la gouvernance de l'Afrique ont appris politiquement à moins redouter les vivants que les morts. Les colonisateurs, les premiers, qui ont choisi d'en faire disparaître quelques-uns. Les funestes décisions, car ces morts-là reviennent toujours, et encore plus fort, en figure messianique, hanter la mémoire des vivants en quête d'une sépulture. Ainsi, qu'ils ont l'étude. Voilà, tout de suite, transformé en lieu de culte, comme si les temples ne suffisaient pas. le cadavre est plus terrifiant que le mort lui-même. Et qui nous parle de cadavre. C'est moins la saleté de la pourriture qui est terrifiante que la souillure qu'il représente et qu'il était déjà de son vivant. Le constat de décès ne suffit donc pas à... Surtout ne pas laisser à certains le privilège de ne mourir qu'une seule fois. En Afrique, le mort est encore dans le cadavre. C'est pourquoi il ne faut point le ménager, qu'il subisse le sort des vaincus jusqu'au bout. Celui des êtres de l'infamie, échus à la marche de la société, pour que se réalise la destinée de ceux qui ont choisi de ne point être célébrés. En guise de funérailles, promenez son corps nu dans la ville. Promener son corps, nu dans la ville. Exhibé en public, dans un stade, si possible. Dans un stade. Et battre jusqu'à défiguration, afin que les partisans attestent eux-mêmes de sa mort et son effet. Enfin, vous brisez les os. Ah, les masculins. Il faut les masculins, qu'ils perdent le feu de son arrogance et sa virilité, même dans le trépas.
Mais moi, si j'arrivais jusque-là, personne ne l'affirmera. Je me suis efforcé de ne pas sacrifier à ces pratiques d'un autre âge. Pourtant, ce n'était pas l'envie qui me manquait. Monsieur le Président, c'était votre frère. Ouais, c'était mon frère, quel dommage. Son corps aurait mérité d'être entamé par les chiens, mais je lui ai laissé la mort sauve. Il pourrisse seul dans la brousse, loin de ses compagnons. Que ses viscères éclatent de toute l'horreur qu'elles portent. Elles seront les seules à voir l'éclat du soleil du pouvoir qu'elles convoitaient. Voir un frère s'attaquer à un autre, n'est-ce pas le comble de la bêtise humaine? Mais comment avez-vous laissé ce conflit s'installer entre vous? Qui sait? Sa soif insatiable du pouvoir et son ambition démesurée l'auront égaré, mais tant pis pour lui. Mais de là à ce que deux frères s'affrontent à mort. Caïn et Abel, le premier assassinat de la Bible, fut un fratricide. Merci de le souligner. Deux frères qui se battent, que ce soit pour l'amour d'une mère, le droit d'aînesse ou bien un plat de lentilles, ils ont toujours le pouvoir pour viser. À vous entendre, vous semblez plus philosophe que médecin. Incapable de diagnostiquer ces rats dans mon ventre depuis bientôt une semaine, mais... Monsieur le Président, ces questions ne relèvent pas de ma compétence. Nous avons tous des regrets. Moi, c'est celui de ne pas être un médecin autrichien. Je vous aurais sans doute, peut-être, diagnostiqué une impulsion de contrainte. Quoi? Comment vous l'appelez? Impulsion de contrainte. Oui, impulsion de contrainte. C'est quoi cette espèce de maladie? Oh, c'est un terme un peu savant pour Je sais que c'est un terme savant. Mais il dit quoi, ce terme savant? C'est un peu compliqué. On dit qu'il y a un peu... Attendez. Il faut que je me concentre pour trouver l'explication la plus adéquate. Vous voulez dire que je ne vais pas la comprendre? Oh non, Majesté. Je veux dire que les termes médicaux sont eux-mêmes compliqués et qu'il faut se concentrer pour trouver l'explication la plus exacte possible et de peur de modifier le sens. Voilà. Vous m'avez appelé Majesté. Oh. Je me suis trompé. J'avais la tête en l'air. Dans votre impulsion de contrainte, sûrement. Depuis que cette hypothèse de diagnostic s'est installée dans ma tête, je n'arrive plus à me concentrer sur autre chose. Vous voyez bien qu'aucune contrainte n'a pesé sur vous. Non, Monsieur le Président. Continuez à m'appeler Majesté, il n'y a pas de mal à ça. Je me suis trompé, veuillez m'en excuser. Non, il n'y a pas à vous excuser, au contraire, cela me plaît beaucoup. Ne modifiez donc rien. Je vous écoute. Alouette! Quoi? Déjà? Il est minuit? Oh, il est effectivement minuit. Je n'aurais pas cru que cela faisait déjà 1 heure que nous conversons. Ainsi donc, le privilège de discuter avec votre chef ne vous suffit pas. Il vous faut regarder l'heure à présent. Le temps vous appartient, n'est-ce pas? Oh, loin de moi cette pensée, Majesté.
châtiment de la mort. Que le peuple du monde se souvienne de ce jour glorieux et que le ciel honore dans toute sa grandeur. Lorsque le plaisir sexuel s'accompagne de l'émergence d'un affect pénible. Ça se corse. Plaisir sexuel accompagné de l'émergence d'un affect pénible. Ça, c'est de la chance. Vous avez exigé de moi une définition, Majesté, et je vous la donne. Oui, mais rien ne vous empêche de faire un diagnostic adapté à notre pays. Dans la médecine telle que nous la pratiquons, les signes sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit le continent, la race ou la religion. Les symptômes sont valables sous toutes les latitudes. Encore une autre illusion. Enfin, pour être médecin, tu dois être bon médecin. Plaisir sexuel accompagné de l'émergence d'un affect pénible. Non. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Non seulement je n'ai pas renoncé au plaisir sexuel, et je vois encore moins pourquoi celui-ci s'accompagnerait d'un affect, comment vous l'appelez? Pénible. D'un affect pénible. Dans tous les cas, tu récites bien ta leçon. Continue. Ce conflit réside dans l'idée que ce plaisir va donner lieu à quelque chose d'effroyable. Ou un malheur. Il faut s'en préserver à tout prix. S'en écarter. C'est une pulsion érotique. Et une révolte contre elle. Ah. Et qui a écrit ces bêtises? Ce ne sont pas des bêtises. Soit, mais qui a écrit ça? Ah, c'est le docteur Freud, un médecin autrichien qui a trouvé. Après les rats, voici les Autrichiens. Mais pour tout vous dire, je préférais des autres chats ou des chats ou quelques bêtes de ce genre pour me débarrasser définitivement de ces rongeurs intestinaux. Allez, fouillez encore. Allez, fouillez. Regardez dans tous vos livres et trouvez-moi un diagnostic, mais un vrai. Et non, c'est des livres des blancs qui n'ont rien d'autre que la peur de leur propre sexe. Au fait, pendant que j'y pense, quand vous m'avez appelé Majesté, vous étiez sous la contrainte de quoi, juste? Je n'étais contraint par rien, juste un lapsus. Et qu'est-ce qui vous a poussé à m'appeler comme ça? Je ne sais pas. Je ne puis me l'expliquer moi-même. Vous ne savez pas ce qui vous a poussé? Non, monsieur le président. Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est une impulsion. Une impulsion intérieure. Une impulsion irrépressible. Eh bien, c'est cela, l'impulsion de contrainte. Se sentir contraint sans que l'on vous y pousse. C'est ça, le pouvoir.
la force du pouvoir. Alors que personne ne vous y oblige. Et sans que je vous le demande, vous cherchez tous à satisfaire mes désirs les plus profonds. Alors moi, quand on m'appelle dictateur, cela me fait rire. Moi, dictateur, mais je ne dicte à rien. Je ne suis qu'une impulsion, une toute petite impulsion, mais je suis Sa Majesté, l'impulsion de contrainte. Je rentre maintenant sans te faire annoncer. Père, c'est à propos des nouvelles qui circulent. Des nouvelles. Ainsi, il t'arrive d'en croiser, au cœur de la nuit, qui circulent. C'est par la voie des ordres. Arrêtez tous de vous préoccuper des nouvelles. À te voir arriver à l'improviste, je peux déjà deviner et te dire de quoi cela retourne. Aucun émissaire que je ne rencontre, aucun ambassadeur que je ne reçoive ces derniers temps ne se prive de me faire part, la bouche au cœur, de la préoccupation de son pays face à la situation des droits de l'homme. La situation est préoccupante. Qu'il est beau le langage diplomatique. Quand les Occidentaux sont préoccupés, cela cache toujours la même chose. Leur mépris. Comme si quelqu'un se préoccupait vraiment de quoi que ce soit dans ce monde. Et comme le dit l'adage, les Andes, c'est de la terre jusqu'au ciel, ça se perd dans la nature. Les ondes, par contre, c'est le dégât des eaux du ciel vers la terre. Cela peut être plus catastrophique, mais nous n'en sommes pas là. Pourtant, nous n'en sommes pas loin. Loin de quoi? Père, ce n'est pas une blague. Je viens d'écouter sur une radio internationale des menaces contre notre pays. Le Conseil de sécurité a été saisi par des organisations de droits de l'homme et des sanctions peuvent être votées contre notre pays. Es-tu ministre pour te préoccuper des questions d'État? Ce que tes ministres n'osent te dire, souffre moins de les entendre de la bouche de ton fils. Comme si c'était peu souffrir que de vous voir tous dans cette famille liguée contre moi. Personne de nous n'est épargné par la douleur de voir la famille bouleversée et le pays tout entier placé dans la mire de la communauté internationale. De la communauté internationale. Tu veux parler des pays occidentaux? Et pas seulement. Je parle de l'opinion publique internationale, du concert des nations, de celle qui constitue la communauté humaine au niveau mondial. Et que dit cette opinion? Qui la compose? Qui en est la source? Et pendant combien de temps te laisseras-tu encore bercer d'illusions, mon fils? Où as-tu vu la communauté internationale? La communauté internationale, ça n'existe pas alors? Malheureusement, non. Il n'y a pas de communauté internationale. La communauté internationale, ce sont les pays occidentaux. Et rien d'autre. Même pas tous les pays, d'ailleurs. Quelques pays. Pas plus de 8. Dans notre cas, par exemple, ce que vous appelez communauté internationale, c'est l'ancien colonisateur et son allié le plus puissant. Elle existe donc bien quelque part, bien qu'étriquée et mauvaise. Peut-être qu'elle existe, effectivement, mais elle est tellement mauvaise qu'elle ne prospère que sur la partialité de la bonne conscience occidentale. Un exemple. Que meurent deux touristes français ou anglais, qu'un soldat états-unien trouve la mort dans un attentat à Karachi, la voilà qui s'emballe. Se soucierait-elle des Indiens ou des enfants africains qui meurent par milliers? Et tous ces bénévoles qui viennent travailler dans nos pays. Hein? Les prêtres et autres évangélistes qui se dépensent sans compter au nom de leur foi. Les organisations non gouvernementales, les associations... On se trompe toujours de sujet lorsque l'on croit prendre pour référence ces parts de marginalité que secrète l'Occident dans la grandiloquence de son discours. Depuis quand les ONG, opinion publique ou autres bonnes considérations morales ont-elles pris les commandes de l'État? Mais l'Occident en a besoin pour s'en titiller le nombril, mais elle peut s'en passer aisément. À mon avis, il y a quand même des acquis au niveau mondial pour la communauté humaine. Alors, peut-on s'en passer aussi aisément avec l'horizon des élections? Le drame de l'Afrique, c'est son paysan, je veux dire son esprit paysan, qui ne laisse croire à ces choses-là sans discernement, alors que ceux qui les prônent à l'extérieur s'en moquent à l'intérieur. Foi de paysan, de cultivateur, comme on parlerait chez notre latitude de la foi de charbonnier. L'homme africain se laisse abuser par sa propre crédulité. Le pouvoir authentique se moque des élections, ici ou ailleurs. Ce que l'on met en avant, c'est la forme. Il faut donc croire que les élections ne servent à rien. Mais bien sûr qu'elles servent à quelque chose, puisque j'ai été élu démocratiquement.
Mais dans le cas où elles servent, leur utilité tient avant tout à valider de jour les choix concrets qui ont été prévus, pesés et sous-pesés de nuit. C'est une simple formalité alors. Ce qu'on met en avant, ce n'est pas la forme, c'est le fond qui compte. Quand les élections ne servent pas la grandeur d'un pays, on les annule. Monsieur le Président. Tout simplement. La grandeur d'un pays, sa place dans l'histoire. Voilà les moteurs de la politique. Or, le drame de l'homme africain, c'est qu'il peine encore à entrer dans l'histoire. Depuis des millénaires, il vit avec les saisons, voulant être en harmonie avec la nature. Il ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Jamais l'homme africain ne se lance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Tu as devancé ma pensée, mon fils. Ça n'avait pas fort à faire. Ce sont les guenelades d'un président européen. La preuve est faite que les grands esprits se rencontrent. Personne ne saurait répondre de cette rencontre qui nie la participation de l'Afrique à l'histoire humaine. Mais pourquoi l'Afrique serait-elle la seule à avoir donné alors qu'elle a tout reçu? Tout. Le progrès, la civilisation, le christianisme. Mais l'histoire dont je parle, c'est celle de l'avancée de l'esprit humain, des grands peintres, des savants, de l'épanouissement scientifique, du développement durable de l'économie familiale. Elle meurt toujours dans les bras des certitudes. C'est pourtant toi qui nous as appris qu'un constat aussi fiable soit-il n'est pas la vérité, et que la vérité n'est pas forcément vraie ou juste, et que toute vérité tronquée n'est pas vérité en soi. Ce sont les vérités d'une autre époque. Celle qui nie la part universelle d'une Afrique qui n'a jamais cessé de donner au reste du monde ne relève pas moins d'une autre époque. Je te redis, mon fils. Pourquoi l'Afrique serait-elle la seule, vraiment la seule, à tout recevoir, même si elle a tout donné? Je te parle du développement, de l'économie florissante, du développement durable. La saga, l'avancée de l'esprit humain, c'est l'histoire de la connaissance. Donc du doute, sa transmission n'exclut pas, elle intègre, ne renie pas, mais témoigne. Averroès ne laisse pas Aristote, mais son empreinte et le lègue. Picasso et Braque ne méprisent pas le masque qu'est enfant, mais l'incorporent dans leur modernité. Père, l'histoire que tu encenses n'est pas la nôtre. Que tu parles bien, mon fils. De qui veux-tu qu'elle soit? À qui est-elle cette histoire? C'est celle de la violence des pogroms, des holocaustes, du gaz moutarde contre les populations civiles sans défense, des guerres interminables, des génocides, des armes de destruction massive. C'est l'histoire des falsifications, des grilles de lecture imposées. C'est l'histoire que l'on considère close alors qu'elle continue de s'écrire, d'être contée et de grandir pour de nombreux peuples. Ouverte est cette histoire-là. L'histoire dont tu parles, père, c'est celle des vainqueurs. Et je suis un vainqueur, moi. Et crois-moi, rien ne me rend plus fier que d'appartenir à cette histoire que tu rejettes. Oh, je la rejette. Oui, je la rejette parce qu'elle s'écrit sous la progression et celle des autres peuples relégués à l'oubli sur ma foi. C'est l'histoire du révisionnisme historique, et non de l'histoire avec un grand H qui, elle, ne sombrera jamais dans la négation des autres, même asservie. Les conversions brutales et féroces, les travaux forcés, la traite forcée, la traite, l'esclavage, le sempiternel couplet. Il fallait bien faire des infrastructures, des routes, des ponts, des écoles. Le problème de l'Afrique, c'est qu'elle vit encore dans la nostalgie de sa souffrance perdue. A-t-on déjà écrit une histoire sans guerre, sans violence? Le sang est le bouillon de l'histoire. Si telle est la condition d'entrer dans l'histoire, nous y sommes depuis fort longtemps. Dans l'histoire de la mort, l'Afrique n'est plus logée au dernier rang. Bon nombre de nos dirigeants y figurent en bonne place,
Les Tonjamans restent l'horreur, les Bokassa, les Amindada, ici on fait entrer le plein pied. Père! C'est ainsi que tu parles de ton père? Pourquoi rester dans cet endroit que tu dis haïr? Hein? Vivre dans le confort d'un palais et baver sur son père? Je ne voulais point t'offenser. Tais-toi et arrête de dire de son mec. Tant qu'à faire, pourquoi ne me cites-tu pas parmi tous ces dictateurs? Tu parles comme ton oncle, la vanité à fleur de lèvres. D'une connaissance dont tu ne connais même pas le sens. Une connaissance qui t'a été prêtée et dont tu te régales en la croyant sienne. Fils indigne, espèce de ver rampant, hors de ma vue! Dors! Et vous aussi, dors! Je dis dors! Chef, la première dame. Faites-la entrer. Que me vaut cette visite si tardive, à cette heure si avancée de la nuit, ici même à mon bureau? Pourquoi ne m'aviez-vous pas attendu? Toujours le même problème, monseigneur. Il n'y a plus que ce problème qui te tient à cœur. Plus rien désormais ne compte pour toi. Tu as abandonné ta famille, tes enfants, déserté la couche conjugale et failli à tous tes devoirs d'épouse et de mère. Que vaut le cœur d'une mère qui n'a plus que la tristesse à partager avec ses enfants et dont les oncles sont morts? Que vaut le corps d'une épouse encore inapte à répondre aux sollicitations de son mari? Ce n'était pas de faire offense si mon cœur est hanté par le souci de la perte de mon beau-frère et de la décision intransigeante que tu as prise de ne pas honorer sa mémoire. Dis-moi, Antonia, entre toi et moi, qui souffre le plus dans cette affaire? Ce n'est pas faire offense à son épouse que de ne pas honorer la mémoire de celui qui a voulu attenter à la vie de son frère. Ce n'était pas son frère qui l'en voulait, mais au souverain, au chef de guerre qui a lancé l'offensive contre son camp politique. Porter le fer dans son propre ventre est la trahison la plus profonde qu'un membre d'une famille peut infliger au sien. Ce n'est pas de la mémoire d'un frère qu'il s'agit, mais de celle d'un traître. Mais au cas, je ne l'ai pas reconnu. Ce n'est pas lui qui pouvait faire ça. Aujourd'hui encore, mon corps en tressaille d'horreur de savoir que j'aurais pu succomber au coup de poignard, de fusil, ou Dieu sait de quelle arme, de la part de mon frère. Et puis pourquoi m'en vouloir, moi, qui était élu démocratiquement? Je dis bien démocratiquement. Certes, il y a eu cette offensive, mais était-ce une raison pour prendre la tête de l'insurrection? A-t-il pensé à ses neveux et nièces qui allaient rester orphelins? Pendant ce temps, ton cousin, lui, s'est engagé dans la défense de notre cause. Et c'est dans ce combat sanglant, dans cet affrontement, où semble-t-il, il n'y avait d'autre alternative que la mort de l'un ou de l'autre, que le destin en a décidé autrement. Les deux combattants emportés dans leur élan ont été simultanément entraînés dans la mort. Les officiers de notre armée qui les ont vus au combat disent même que c'est au cours d'une ultime altercation qu'ils se sont portés des coups fatals. Si ton cousin a succombé immédiatement, mon frère, lui non plus, n'a pas survécu à l'affrontement. Ah, tout cela est connu! Vous savez aussi que cet opposant intransigeant, ce combattant engagé, savait être aussi un frère qui a vu le sens de la famille, qui ont vu que l'autre était à terre,
Il s'est précipité tout en pleurs sur le corps inerte de mon cousin pour l'embrasser une dernière fois et lui faire ses adieux. C'est au moment où il s'est penché sur sa figure ensanglantée qu'il a été fauché par une rafale. Je continue à penser qu'il ne nous en a jamais voulu en tant que personne. Il s'est toujours élevé contre le pouvoir que vous représentez et exercé depuis une vingtaine d'années et auquel il m'a toujours associé son ménagement en ma qualité d'épouse. Très tôt, il avait préparé contre nous. Il se voulait entier. Je l'ai toujours jugé excessif à tout point de vue. Excessif en amour, en amitié, dans ses opinions politiques. Ces sections ont porté préjudice à notre couple, à la famille que j'ai fondée avec vous. Mais j'ai détesté plus que quiconque l'insurrection au devant de laquelle il s'était porté. Et aujourd'hui, pourtant ce n'est pas cet homme que je plaide. Ce n'est pas un opposant que je pleure. Ce n'est pas un guerrier à qui je cherche à procurer le dernier repos. Son geste est suffisamment condamnable pour que je lui ajoute mon propre jugement. Monseigneur, je pleure un frère, un beau frère, non, que dis-je, deux frères, dont l'un est sans sépulture et pour lequel je viens implorer votre clémence. Ce n'est pas le frère Ribéret que je condamne, ni l'opposant intransigeant qui n'a jamais voulu traiter avec moi, malgré mes appels de pied, les conciliations et autres tentatives de rapprochement. Le frère mort eût peut-être trouvé grâce à mes yeux, et je vous aurais chargé, vous, les parents par alliance, de vous occuper de ses obsèques. Même l'opposant au droit, aux honneurs, dû à son rang. Non, je n'en veux pas à mon frère, ni à l'adversaire politique qu'il était. Mon courroux ne vise que le soldat, qui a pris les armes contre son gouvernement, son président, et en tant que soldat moi-même, je ne saurais pardonner ce crime de haute trahison dont le sort est connu. Il n'est pas question de pardon ni de sort. Le sort est toujours le privilège des mânes, des ancêtres, et le sien a été scellé par la mort. Non. Le soldat est tombé, emporté par la déraison de son engagement. Reste son corps abandonné sur les hauteurs du Tatelot, et les termes iniques du décret que tu as promulgué. Inique, dites-vous? Mais un décret présidentiel ne saurait souffrir d'exception pour les traîtres. Clément, envers ceux qui ont été entraînés dans cette aventure par mon frère, draconien pour lui. Ils étaient deux frères, disons deux cousins, pour parler comme les Blancs. Le premier est mort pour son président. Il a été porté en terre selon nos coutumes, honoré par tout un peuple, et une stèle sera érigée en sa mémoire. Mais pour le second, ma décision est prise. Son corps sera livré aux chiens et aux animaux de la brousse, aux mouches et autres termites. Et gare à qui osera enfreindre cette décision. Le cœur d'une sœur ne peut pas faire exception pour l'un d'entre eux. Sinon, ça serait déroger à la promesse que j'ai faite sur la tombe de votre mère. Elle se mourrait, débordée par le chagrin de la mort de son mari. Si tu es revenu ici en pleine nuit pour m'amadouer, Antonia, sache que je ne suis pas un chef à me déjuger. Mon mari, ce n'est pas tant de juger qu'un chef par moment cesse d'être tout simplement le souverain. Un chef ôte de temps à autre sa carapace d'homme intraitable, ce masque de fer de dirigeant inflexible pour redevenir l'humain qu'il est aussi. Il n'y a pas de répit pour le chef. Malheureusement. À aucun moment il ne cesse de l'être. Ni en famille, ni sous la douche, ni nulle part. Entre le souverain et l'humain que tu veux qu'il soit, il y a d'abord le chef. C'est lui qui commande aux humains. Il n'y a pas de place pour l'humain dans le chef. Faut-il qu'il soit humain? Il ne saurait l'être comme les autres. Mais raison de plus, monseigneur. Vous avez eu votre victoire. L'homme qui a combattu est mort. Laissez son âme reposer en paix. Je ne demande pas qu'il soit pardonné, mais je supplie mon époux d'oublier. Si son
frère refuse de me pardonner, qu'il n'en soit pas de même pour sa belle-sœur. Je veux juste aller lui faire mes adieux. Ne pas voir son esprit errer et venir le tourmenter. Son âme, l'au-delà, s'en chargera. Ici, il est moins question d'âme que de corps. Faut-il vraiment que vous lui fassiez explicitement vos adieux pour que son esprit s'arrête d'errer? Je vais lui donner une sépulture. Il ne saurait y avoir de sépulture pour ce traître. Du moins tant que je commanderai ce pays. Pourtant, il faut bien qu'il en ait une. Car ce n'est ni dans nos lois, ni dans nos coutumes de ne pas accorder son pardon aux morts, quelles que soient les fautes qu'ils aient commises. Il est du devoir des vivants de les accompagner dans leur repos, afin qu'ils soient accueillis au royaume des ancêtres. Nos lois ont perdu leur force d'application dès lors que nous avons été soumis au pouvoir de l'écriture. La colonisation a refaçonné nos modes de pensée et d'existence. Les lois sur parchemin ont supplanté toute notre législation antérieure. Avant même que l'homme ne découvre l'écriture, il était déjà soumis à des lois. Aimer les siens, honorer leur mémoire. Tout cela n'a pas besoin de bulles papales, d'arrêts royaux ou de décrets présidentiels. Y a-t-il une culture humaine qui les ignore ou les met en doute? C'est à ces lois-là que je fais référence, celle sur laquelle repose toute la culture humaine. Chaque être humain est le parchemin sur lequel elles ont été écrites. Sais-tu ce que tu me demandes, Antonia? Que j'abroge le décret que j'ai pris il y a à peine 4 jours. Que je désapprouve les consignes que j'ai moi-même données. Que je viole ma propre parole. Alors à qui les décrets, les ordonnances, les lois et les arrêtés s'adressent-ils? Quelle autorité pourrais-je désormais exercer? Quel chef d'État suis-je alors? Quelle rigueur pourrais-je exiger de mes subordonnés? Une décision prise dans un accès de colère. Ne vaut que pour l'instant où elle a été prise. Elle est souvent sujette après coup à une réconsidération. Et le revirement en pareille circonstance ne pourra jamais être blâmé, parce qu'il sera jugé à l'aune de la magnanimité. On dira du chef qu'il n'a pas pardonné. Pour diriger un pays, on peut être homme de colère, mais de rancune. Le pardon est la vertu des faibles. Nous avons connu l'obscurité avec la lumière des autres. Trop élevé est le prix de leur déraison.
Les phalènes se heurtent au réverbère de notre conscience. Sûrement en crime, elle ne la supporterait plus pour elle-même. Elle ne la supporterait plus pour elle-même. Pourquoi viens-tu compter mes nuits? Mais supplique n'aboutisse pas. Ton frère est fermé à toute raison. Pourquoi ne laisses-tu pas mon âme en repos? Que peut une femme seule face à tout un pays qui te jette l'anathème? Tu as pris les armes contre ton frère. Tu sais que je te comprends. Tu peux mieux que moi te comprendre. Tu n'étais que mon beau-frère. Mais tu es devenu mon frère bien-aimé, mon ami. Tu étais seul contre eux lorsque ma liaison avec ton frère a été découverte par votre famille. Et que tout le village s'est dressé contre nous. Nous n'étions pas de même clan. Nous n'étions pas de même ethnie. Vous étiez des sangs royaux. J'étais une roche oubliée. Oh, comment puis-je oublier que tu étais seule avec ta mère à me défendre? À soutenir aussi ton frère contre tout le clan familial pour que nous nous marions. Ta mère ne put l'habitude de mort. Je suis restée seule. Le seul que jamais face à cette meurtre irréprochable. Le chagrin qui réclame mon divorce comme il laisse courir son corps sur les flancs du mont Itago. Je les vois comme je les ai jamais vus. Acrimonieux, malveillant. Il attire leur revanche. Il supplie que tu ne sois plus là. Il peut croire qu'il te déteste tant. Des reptiles, rien que des reptiles. Tous
mais qui peut prêter attention aux inepties que la radio bombarde de jour comme de nuit. Il faut la voir pour le croire. Voir dans la rue la misère qui galope. Il veut offrir des enfants nus sans même un chiffon pour les couvrir. La rue applaudit de demain. Je suis partie, je ne suis pas là avec les enfants. Réfugiée dans les annexes, en signe de deuil, là où même le vent ne porte. Des nouvelles? Je ne viens de hurrah des vainqueurs. Ceux qui ont marché sur ton cadavre, qui l'ont flagellé comme si ce n'était pas passé, qui sont morts de leur mort. Fallait-il encore qu'ils te désolent? De m'en promener dans toute la rue, même si ton frère se défend. Profané par des soldats haineux qui écrasaient leurs cigarettes sur ton corps. Ta Paris à l'établi. Tu es mort de ta pureté, de ton abnégation, de ta foi dans ce pays. Tu n'étais à peut-être le frère du chef. Enfant, tu n'étais que toutes tes mères qui meurent chaque jour sans soin à l'hôpital. J'ai déjà préparé les draps. Des draps blancs. Symbole de la pureté de ton cœur. Et j'y ai brodé une croix rouge. Tu sens de tout ce pour qui tu as combattu. Et j'ai cueilli une fleur dans le jardin. Elle t'accompagnera au nom de tous ceux qui t'aiment. Oh, avec Adé, nous aider. Avec tu feras. Je trouverai bien une grosse qui t'accueillera. Et quelqu'un de bienveillant pour te couvrir de ses bras. Ceux qui montrent la garde ne feront rien. Qu'est-ce que j'entends, ma sœur? Que tu vas te rendre cette nuit sur les monts d'Itatolo? Que tu vas l'enterrer? Insensé, ma sœur. C'est insensé. Ma sœur, ne commets pas cette bêtise. Toutes les rues sont barrées, pleines de militaires. Et le couvre-feu sévit dans toute la ville. Et puis, là-bas sur la montagne, une longue ceinture entoure l'endroit où les corps ont été jetés. Les bergers et les cultivateurs qui ont leurs champs à proximité ont également été interdits. Ils craignent jusqu'aux paysans maintenant. Des rumeurs avaient fait état d'une bande de jeunes de quartier qui voulaient forcer le barrage pour rendre hommage à leurs héros. Ils ont été refoulés à coups de grenades et lacrymogènes. Depuis, l'armée sur les dents. Et les environs ont été mis sous haute surveillance. Je trouverais bien un moyen pour déjouer. Pour une fois, ça doit bien servir d'être l'épouse du chef.
Voiture noire, garde du corps. Pourquoi ne pas les mettre à profit maintenant? Je t'en supplie, ne commets pas cette bêtise. Il y a des bêtises qu'il faut oser faire. Celle-ci, je rêve de la faire depuis très longtemps. Tant il est vrai que c'est une horreur. Je supplie mon mari de ne pas tomber dans le cercle de la haine absurde. Il ne coûte que ses conseillers. Il n'entend que la voix de la revanche, comme s'il y avait une revanche à prendre sur un mort. Après tout, c'est leur histoire de famille. Pourquoi t'immiscer? C'est son frère, c'est leur famille. Laissez régler leurs problèmes. C'est mon beau-frère. Bien plus, c'est mon frère, mon ami, mon confident. C'est l'oncle de mes enfants. Je ne passe pas de lui sans qu'il vienne me demander ce service. Tu sais ce qui t'attend? Le pire qui puisse m'arriver, c'est être arrêté et transféré devant mon mari. Il te répudiera. Oh, l'occasion est trop belle pour ceux de sa famille qui lui ont déjà trouvé une autre épouse. Oh. Tu ne peux pas aller seul. Je vais avec toi. Non, Aimée, non. Tu ne peux pas aller avec moi et tu sais pourquoi. Ma soeur, laisse-moi t'accompagner. Que je jette tout juste une poignée de terre sur son corps. Que j'exprime au moins une fois ce que même mes oreilles ont refusé d'entendre. Qu'il était pour moi la personne la plus chère. Jamais mort n'aura été si douloureuse pour moi. Même si j'ai séché mes larmes avant qu'elle ne coulent. Tu n'es pas sa veuve, mais son amour, son premier amour. Et c'est à cet amour qu'il te faudra rester fidèle. Il a laissé un enfant, une femme. C'est moi qui aurais dû porter son fils. Pourquoi notre famille s'est-elle opposée à notre amour? Mais notre famille n'avait pas eu tort de proscrire votre union. Deux sœurs mariées à deux frères. C'est le redoublement d'une alliance qui aujourd'hui s'est fissure. Tu porteras à présent un double deuil d'avoir perdu un époux et obligé de haïr le mari de ta sœur. J'aurais été censurée jusqu'au bout. Et tous les sentiments l'ont dit. C'est la sincérité qui a engendré l'amour. Mais c'est la fidélité qui l'accompagne. Tu as parfaitement raison. J'avais fait le serment de lui fermer les yeux. Le temps pour moi est venu que j'honore ce serment par fidélité. Non. Abandonne ce serment aux oreilles qui l'ont écouté. Garde la fidélité pour la pureté de vos sentiments. Pour l'avoir aimé, son corps t'est désormais interdit bien plus qu'avant. Même dans la mort, il m'aura été tabou. Surtout dans la mort. Il n'est plus celui que ton cœur célébrait, mais un corps vide de son nom, devenu l'antre des vers, qui se saisit de la nuit, le rendez-vous des mouches. Vois-tu, ces moments sont terrifiants pour les proches. J'en étais aussi, mais la proximité de l'alliance fraternelle me recommande d'y aller. Et celle du cœur te l'interdit. Tu souffrirais donc de voir son corps meurtri dans l'état de décomposition où il se trouve. Garde le souvenir de son rire à la gaieté débordante, de ses explosions de joie infantile, comme lui seul savait le partager. Garde de lui aussi le souvenir de ce moment de colère contrite, où il revenait un cadeau à la main. Demandez pardon d'avoir peut-être offensé les siens. Lui, l'homme de l'urgence affable, comme il aimait à se définir. Je rêve d'inverser l'inquiétude, de faire douter les gens heureux. J'irai à la devanture du monde extirper leurs pleurs pour dessaler nos larmes, car je refuse l'absolution de leur compassion. Immonde. Les nantis sont une secte, et nous, obscurs insectes, grouillons sur la plaie du monde. C'est le dernier poème qu'il m'a envoyé. Prémonitoire. Prémonitoire. Je regrette de ne pas y aller. Non, ne regrette pas ce que tu ne peux pas accomplir, mais accomplis ce que tu ne devras jamais regretter. Alors, accomplis ce palme
Souvenir d'un gâche jamais éteint. Tu le jetteras sur son corps, dans sa fosse. Ne pleure pas, ma soeur, non. Non, ne pleure pas. Essuie tes larmes. Il y a pour chaque être vivant une tâche à accomplir chaque jour. Tu as signé la tienne. Reste la mienne à présent. Écoute. Écoute-moi. Reste ici. Il faut quelqu'un pour justifier mon absence. Sois sûr que je reviendrai à Volo. Ceux de la nuit. J'aurais tant voulu être comme toi, moi président et juge suprême. Mais aujourd'hui, je suis seul dans mon jugement. Soudain, dans la solitude du commandement, sont devenus exégétiques les commentaires superflus des conseillers. Tous superflus tant que je n'ai pas recueilli les siens. La mort est un piège pour le souverain, comme elle est le destin de tous. Condamné, mais ne jamais douter de la sienne, de sa propre mort. Tel est le destin du chef. Mais pour cela, il faut condamner selon la loi. Car la prétention humaine du pouvoir donne l'illusion de l'éternité. Et
Si par modestie, le doute s'installe quand même, en quoi Dieu peut faire que notre mémoire survivra? La mémoire des survivants se nomme histoire. L'histoire classifie, inverse les hiérarchies et série des puissants, des prétentieux. Même écrite par les vainqueurs, elle garde une tendresse pour les vaincus. Qui se rappelle encore du général romain qui mata la révolte de Spartacus? Emery Lumumba n'a régné que 4 mois, et son nom est éternel. Mobutu Sese Seko a régné 30 ans durant, mais l'oubli guette son nom. Sois indulgent qu'il a dit. Donne à Oloka sa tombe avant que son nom n'envahisse la mémoire de tous les peuples. Peuple d'ignare que celui-ci, qui n'accorde de crédit qu'aux morts, comme s'ils étaient encore d'une quelconque utilité. Partout, des veillées funèbres, des veillées funèbres, partout. Jusqu'à preuve du contraire, ne sommes-nous pas des vantous, des hommes, des vrais? La mort pour nous n'est pas une preuve neutre. Elle est la valeur de toute culture, celle de l'humanité. Une humanité dans laquelle nous végétons encore au seuil de l'histoire du monde. Fille pour cette humanité ombrageuse. Il nous faut prendre notre place dans l'histoire du monde. Ne pas laisser dire à certains nabos que nous n'y sommes jamais entrés. Triste obsession que celle de l'histoire des autres. Cette histoire n'a jamais été la nôtre. Et je souhaite qu'elle ne le soit jamais. On ne peut pas s'en montrer dans l'histoire avec le sang des autres, mais avec le sien propre. Jésus, Gandhi, Martin Luther King. D'où vous vient cette obsession du martyr? Mais mourrez tous tant que vous y êtes. Vous aurez vos places au ciel. D'ailleurs, il doit y avoir un nombre important de noirs, vu tous ceux qui ont été massacrés par les conquérants arabes et européens. Sur la terre, les martyrs sont perdants. Seuls comptent les vainqueurs. Les anciens disaient qu'il ne faut pas compter sur la nasse d'un autre pour nourrir ses enfants. Notre histoire est celui des hommes à qui l'on a nié leur condition d'homme. Elle nous reviendra quand nous aurons retrouvé le sens de la parole, de la geste verbale. Quel est le rapport avec ce qui nous concerne aujourd'hui? Quel rapport? Quel rapport? Ne vois-tu pas que nous pourrissons sur pied comme celui à qui tu as laissé le corps à la merci des oiseaux nocturnes, des animaux sauvages? Oloka est un homme à qui tu as nié sa condition d'être humain. Un ennemi mort dans un combat n'est plus un ennemi. Cet ennemi était mon frère, mon propre frère. Même père, même mère. Soit. L'ennemi est mort pour lui. Il n'est plus ton frère. Soit. C'est ton souhait. Mais fais de lui un être mort au combat qui a droit à une tombe. La tombe est un signe. Le signe manifeste que le lien entre les vivants et le mort demeure. Et c'est ce lien qu'il me faut briser. Seul tu ne peux briser un lien. Il n'y a que la collectivité pour rendre une attache. Au fait, plus je me rends disponible à la conversation, plus je me demande pour quelle raison je t'ai fait venir. Aucun argument auquel tu ne trouves à redire. Le travail du juge, du touéré, est de ramener la raison à la maison lorsque la colère y est délogée. Mon rôle, débusquer l'humanité de chacun enfouie sous la colère, l'entêtement et l'orgueil. Tu me conseilles de renier ma parole, d'abdiquer, hein? Non, on n'abdique pas devant la vérité. La fortune vient aux dirigeants qui l'accomplissent, sinon elle se retourne contre lui. À la raison d'État s'oppose toujours la raison sociale et la justice, telle que nous l'ont légué nos ancêtres. Prends les conseils que je te donne qui l'appuient. Oh, refuse-les. Mais ne fais pas de moi un griot que je ne saurais être. Non, Kani, même ennemi, c'était ton frère. Il n'y a pire ennemi qu'un frère qui trahit. Il n'y a pire sorcellerie que celle qui décide les siens. Quand on mange ses propres réserves, sans
ménagement, il faut se préparer à une saison de vaches maigres. Viens-en en fait. Tu as fait des études, mais n'ignore pas ta culture. Que tu commandes à une armée victorieuse ne te met pas à l'abri d'une flèche tirée d'une main innocente, une balle perdue. Nourris ta mémoire des mots de ton père, grand chef des initiés du village. On entre dans la chambre haute du sanctuaire des ancêtres, qu'accroupi ou à reculant pour apprendre la soumission. Apprendre la soumission. Je peux en plus apprendre à me soumettre. Un chef est un être bien comme un autre. Quand Oluka a refusé la paix, il a préféré la guerre. Certes. Mais la force tyrannique crée l'intelligence des faibles. Homme de pouvoir, tu es devenu homme de puissance, de toute puissance. Celui que tu montres du doigt se sait condamné. Aujourd'hui, le doigt du destin est pointé sur toi. Ouvre la main lorsqu'il t'est fait don de la victoire. Ne la garde pas fermée, non. Pardonne. La main ouverte est signe de don et d'acceptation. Et c'est à moi qu'on demande d'ouvrir la main à ceux qui l'ont refusé. Maître du jour de la nuit, ouvre-le à la connaissance des choses. Une prière? Oui, je l'ai récitée pour toi. C'est celle que l'on prononce pour soi dans le sanctuaire de l'Ozélé quand survient l'épreuve du monde de l'autorité. Un breuvage difficile à boire, tant il est infect, mais qu'il faut boire en signe de bravoure, d'abnégation et d'humilité. Épreuve symbolique de la vie d'un chef. Celui qui ne l'a pas bu le boira tôt ou tard. Le plus symbolique mot du monde. Et dans tout est arrivé. Ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. Que d'être trahi par son frère. Faudrait-il encore que je lui rende des honneurs et lui porte des égards? Fallait-il que j'endure cette épreuve à ce moment-ci? Heureux ceux qui ont goûté au Moudou Lotueri. Ils ont peut-être été épargnés par les forfaits de la vie. J'eus été initié à nos coutumes que je l'aurais déjà appris. Mais comme le dit Lotueri, c'est à mon tour de le boire le calice jusqu'à la lie. En étude. J'avais pris la résolution de suivre ses conseils, quelque dur qu'ils soient. Maintenant, il est temps pour moi d'affronter ma propre décision. Chaque heure qui s'avance dans la nuit est une consécration du jour. Chaque rayon de lune qui perce la nuit est une célébration de la lumière. La lumière s'est levée sur notre pays, mais le matin tarde à venir. Gros est le souverain qui perce les
notre président qui ouvre le chemin de l'aurore. J'avais rêvé d'obscurité. Nous voici plongés dans la lumière. La lumière noire et aveuglante du pouvoir. Envié de ce que je ne suis plus. Envié de ce que je n'ai jamais été. Tel est le destin de ceux qui gouvernent. Être obligé de plaire à ceux qui les haïssent et de sévir. Vous marcherez droit. L'obscurité adulée au flanc gauche de la loi. Faudrait-il encore que je marche? Un homme, un véritable homme ne doit jamais se dédire. C'est lorsqu'il se raidit qu'il se dédie. Autrement, un chef jamais ne se dédie lorsqu'il revient sur ses pas. Il repousse chemin, on dit qu'il fait des compromis. Des compromis! Des compromis qui compromettent. N'est-ce pas un déni de soi? Il n'y a déni que de l'injustice. Comment le chef peut-il se compromettre lorsqu'il revient sur ses pas? Dites-moi avec qui? Sinon avec son propre cœur. Et son cœur est double. Et son cœur est double. D'un côté il sévit, et de l'autre il pardonne. Il pardonne. Et un chef qui pardonne, c'est un peuple qui s'abandonne. Qui s'abandonne. Vous leur direz que j'ai cédé à leurs pleurs et pas à la pitié. Tant que je vivrai, il ne saurait y avoir de compassion pour ce traître. Faites lever les barrages. L'heure est au pardon, à la paix des cœurs et à la tranquillité des esprits. Et que ma clémence retentisse sur toutes les âmes. J'ai dormi et plutôt bien pour le restant de la nuit. Une étrange sensation de quiétude, comme si le sommeil ne m'avait jamais quitté. Ah, le sommeil est toujours paradoxal. Il n'y a pas que le sommeil qui le soit. L'être humain l'est aussi. Et c'est quand il l'est qu'il prend les décisions les plus judicieuses. Comme pour le médecin, il ne soigne que par modestie. Sinon, il ne serait qu'un pourvoyeur de soins. Ah, Monsieur le Président. Oui. J'ai pensé à renouveler votre ordonnance. Ah, non, docteur, ne me surchargez pas de médicaments. Le sommeil est revenu. Vous voilà. Non, mais de vous voir comme ça, neveu et tante, cela me réjouit.
Père, Oui. je suis venu te remercier À quel sujet? pour la décision que tu as prise. J'en suis ravi, comme tu peux le constater. Non, ce n'est pas de façade. Je le crois sincèrement. Les médias nationaux et internationaux ne cessent d'en parler. À ce point? Le pays s'est réveillé dans la liesse ce matin. Eh oui. Mais cette décision était la vôtre, hein, pas la mienne. Maintenant, elle est de toi. Pour le peuple et pour l'histoire, c'est une preuve de magnanimité. Signe de faiblesse. C'est la faiblesse que l'on salue, mon fils, et non la magnanimité. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'elle emporte l'assentiment général. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver, vous, ma famille. Il ne manque que ta sœur. Elle ne saurait tarder. Caporal Moutoula, de la brigade chargée de surveiller le site des insurgés sur le mont Itakolo. Ordre m'a été donné de venir communiquer au chef l'état d'avancement de la situation sur le terrain. Quoi? De ce bon matin? La nouvelle est de la toute première importance. Elle est de la toute première importance, en effet. Non, l'ordre matinal pour un compte rendu. Vous pouvez me faire part de l'état de la situation, et je lui tiendrai au courant dès que possible. Les ordres sont les ordres. Seules ses oreilles ont le droit d'entendre ce que ma bouche a été chargée de lui transmettre. Les ordres sont les ordres. Ceux que j'ai reçus sont aussi stricts que les vôtres. Le chef est en réunion familiale, je ne peux pas le déranger. Mais les nouvelles sont alarmantes. Et mais depuis la dernière insurrection, les nouvelles sont toujours alarmantes, même si la situation est changée. Je vous assure qu'elle a changé. Je vous assure qu'elle a changé. Si elle avait tant changé que ça, ce n'est pas vous qu'on le pourrait. Le capitaine chargé du site se serait lui-même déplacé jusqu'ici. Il ne saurait tarder, mais pour l'heure, ma mission est de faire un compte rendu préliminaire au Et chef. le compte rendu préliminaire va attendre la réunion de l'état-major qui se tiendra dans la matinée. On a tenu à lui livrer certaines informations avant la réunion. Bon, attendez alors dans la salle d'attente. Et je vous ferai appel dès qu'il sera disponible. Oh, il est venu le moment donné de le déranger quel que soit l'heure. Mais je ne peux pas prendre sur moi d'importuner le chef. Nous, ici, au protocole, nous avons deux consignes incontournables. On ne révèle pas un chef donc on ne le dérange pas en famille. Même si le problème est urgent. Oui, même si le problème est urgent. Qu'est-ce que vous hésitez à me parler de ce qui n'est pas aussi urgent que ça? Hé! Oh, et combien de fois vais-je vous le dire? Les autres sont les autres et je ne peux pas les enfreindre. Tout à votre honneur. Moi aussi, je ne saurais enfreindre ceux qui m'ont été donnés. De réveiller un chef. Vous ne savez pas ce que cela nous a coûté. Une guerre civile. Et de déranger le chef en famille. Ah, vous avez la mémoire courte. C'était un 18 mars, je crois. Un chef a payé de sa vie pour avoir accepté d'être dérangé en famille. Puisque vous y tenez, je vous dépose ici ce que j'avais à lui montrer. Vous prendrez la responsabilité du rapport que je devais lui faire. Pourquoi tout ce bruit devant ma porte? Impossible de trouver de repos dans cette tête. Pour une fois que ma famille est venue à moi, c'est ma propre garde qui trouble nos retrouvailles. Chef, le caporal Munjula nous apporte des nouvelles du mont Itakolo. Des nouvelles qui ne sauraient attendre que le soleil soit complètement levé. Il y a urgence selon les ordres qu'il a reçus, chef. Le corps est-il en terre, n'est-ce pas? Oui, chef. Alors quelle est la raison qui vous incite à autant de chahut? Il m'a été ordonné de vous faire part des conditions de l'inhumation. C'était un enterrement, pas une inhumation. Cela pourrait ressembler. Ah, gardez mon nuance pour vous. Est-il en terre, n'est-ce pas? Oui, chef. Y a-t-il autre chose? Oui. Je voudrais vous faire part des détails. Passez-nous les détails normaux. Rentrez. Hé! N'oubliez pas les objets que vous avez laissés sur cette banquette. Mon père? Mon Dieu, mais c'est mon père. Comment le savez-vous? Y a-t-il qu'un seul pagne comme celui-ci? Ce pagne est unique, création de l'Union révolutionnaire des femmes partisanes. Et comment se fait-il qu'il se retrouve dans les mains de ce soldat? Depuis tout à l'heure, toutes mes tentatives ont échoué à essayer de vous expliquer ce qui s'est passé. Comme si vous étiez tous décidés à ne pas m'entendre. Mais personne ne vous a empêché de parler. J'ai dû me résoudre à rentrer ma langue. C'est le moment de la sortir si vous ne voulez pas qu'on vous la coupe. Expliquez-nous tout ça en 2 mots. Chef, 2 mots? Mais 2 mots seraient insuffisants à essayer de vous expliquer ce qui s'est passé là-bas cette nuit. Puisque le problème semble aussi important, prenez tout votre temps alors. Je n'abuserai pas du vôtre.
Pour commencer, il faut dire que l'opacité de la nuit sur le mont Itatolo est insurmontable. À l'exception de quelques feux follets, aucune lumière ne traverse sa végétation touffue. Le silence y est d'une telle épaisseur que le bruit sporadique des insectes devient assourdissant de stridence. Nous ne pouvions allumer le feu de peur d'attirer les moustiques, et les odeurs pestilentielles nous envahissaient. C'est dans ce climat que nous avons veillé ce mort. Il ne s'agissait pas de le veiller, mais de le surveiller. Chef, s'il ne s'agissait que de surveillance, ce travail revenait à la police. Et quoi encore? C'est comme si la police n'était déjà pas assez occupée à surveiller les vivants. Nous sommes des militaires, pas un service funéraire. Comment surveiller quelqu'un qui ne remue ni ne se déplace? Nous sommes en Afrique. Et il paraît qu'ici, c'est quand l'être humain ne bouge plus qu'il se déplace. Dans la nuit, dans les têtes des gens, qu'il les hantent. Dans tous les cas, ils se retournent contre les vivants. Les seuls à se déplacer sur cette colline sont les chats sauvages et quelques autres animaux charognards que la mort attire. Nous en avons même abattu quelques-uns qui s'approchaient de trop près. Et les ordres du district. Interdiction formelle à toute personne de s'approcher. Aucune mention ne faisait état des animaux. Et dans la frayeur de la nuit, les yeux des animaux deviennent les condescendants de petites torches. Aussi dans le doute... Dans le doute, vous avez empêché les Les animaux. secours avaient déjà reçu nos colibés comme oraison funèbre. Fallait-il faire des crocs des animaux sans l'unique linceul? Bon, comment voulez-vous que ce pays-là marche? Même les militaires deviennent philosophes. Je veux reprendre tout ça en main. Continue. Hier était une journée à nul autre pareil. 6 jours, avec dans la proximité d'un cadavre. L'appétit se perd dans la pestilence du corps d'en face qui se vide de son eau quand vous vomissez la vôtre. Impossible de manger sans régurgiter. Allez, passez-nous les détails, mon père. Allez, 3 minutes. Le sergent nous a demandé de nous éloigner. Ordre aussitôt exécuté. Déplacement de nos positions de faction à distance suffisante pour continuer le guet. Toujours les feux follets et les yeux incandescents des animaux nocturnes. Le quotidien semble de ces derniers jours. C'est dans cette position que nous nous trouvions cette nuit. Nuit étrange tout de même. Une apparition subreptice de la nuit. Un chacal loin qui hurle. La torpeur de la nuit en attendant le matin de notre première relève. Une relève qui n'allait pas avoir lieu puisque j'ai changé les ordres. Je viens d'apprendre un instant, mais nous ne pouvions les deviner. Bon, allez, droit au but maintenant. Non mais impossible aux Africains de faire un rapport tout simple. Il faut toujours qu'ils se perdent en conjecture. C'est le poids de la culture du camp. Ouais, le poids de la culture du camp, pendant ce temps, ça compte toujours la chose. Soudain, alors que la nuit était déjà dans sa période déclinante, des ombres se profilent près du camp. Des ombres à l'ouvrage. Était-ce une illusion? A-t-on côtoyé la mort, la raison s'égare? Dans la nuit noire, sur cette colline, le moindre arbuste prend une taille considérable, et l'agitation du vent le gonfle encore plus. Était-ce des hommes qui s'affairaient? Des profanateurs de sépulture? Comment sans sépulture pouvait-il y avoir des profanateurs? Ah! C'est ce qui nous a alertés, car soudain, le vent se lève, et on entend un bruit mat. La bombe! Ah! Oui, ami, oh, comme une prière. L'atmosphère déjà pesante se remplit d'une étrange émotion. Nous approchons en rampant, sans nous faire remarquer. Trois personnes s'affairent, portant des tuniques camouflées. Leur travail semblait être terminé. Le corps était déjà dans la fosse. Nous avions eu peur, très peur. Mais comment avait-il réussi à déjouer notre attention? Par quel moyen s'était-il rendu jusqu'en ces lieux sans se faire remarquer? Chef, le capitaine prend son courage à 2 mains et lance. Qui est là? Avant que nous nous parvienne la réponse, un coup de feu retentit. Tant! Un second, tant! Un troisième, tant! Suivi d'une rafale. Nous tirons tous en cœur pour nous donner du courage. Sitôt sur le lieu,
Plus personne. Les hommes s'étaient envolés comme happés dans la nuit noire. Je merci. Je craignais qu'il leur soit arrivé quelque chose. Quoi? Vous semblez connaître ces personnes? Ma tante et femme a s'inquiété pour tout et pour rien. Dès qu'éclate un coup de fusil, elle est prise d'embrasse. Oui, mais cela ne nous explique toujours pas la présence de ce pan ici. Au fait, le pan était resté au bord de la fosse. D'ailleurs, au moment où je me penche pour le ramasser du fond de la tombe, il parvient un gémissement. Et c'était qui cette personne au fond de la fosse? Était-ce le mort? Où était-ce quelqu'un d'autre? Ah, mais c'est fascinant. Ça nous fait être le mort. Et comment se rassurer lorsque le désir d'en finir vous tenaille? Car au même moment, tout bascule. Nous sommes sujets à d'étranges convulsions. Le sergent prit une folie que ces 6 jours avaient sûrement contenue. S'empare de mon fusil et tire en direction de la fosse. Et dans un dernier mouvement interfolie, s'empare de la pelle pour boucher la fosse, boucher la fosse, boucher la fosse, boucher la fosse. Sans auparavant savoir de qui venaient les gémissements du fond de la fosse. Curieuse impression. C'est comme si c'était une voix de femme. Hé, mon Dieu, ma tante! Seigneur! Docteur, qu'est-ce qu'elle? Elle a perdu connaissance. À écouter vos sornettes, sa tête a perdu l'équilibre. Docteur, c'est le moment de montrer votre science. Hein. Aidez-moi à la transporter hors d'ici. Quelqu'un qui donne se satisfait de préserver sa part. Mais celui qui pardonne s'octroie une part de plus. Une part donnée est toujours un don à soi. Mais qui a dit que le chef a 2 cœurs? Un cœur qui lui demande de pardonner et un autre qui le force à sévir. 2 cœurs pour une même décision, c'est un cœur de plus. 2 décisions pour un seul cœur, c'est une décision en trop. N'est-ce pas la mauvaise qui vient toujours au rendez-vous? Mais pour quelle incidence? Quelle incidence! Croire qu'une mauvaise décision n'affecte que l'autre, c'est oublier qu'elle est sorcière à manger ses propres enfants. L'entêtement d'un souverain s'est résolu par le retournement de la punition qu'il inflige. Mais pourquoi n'affecte-t-elle que les cœurs purs? La pureté tient lieu de sépulture à l'orgie de la destruction et de l'épouvante. Il y a 2 résistances à la nuit du mal. La passion des armes. Des armes! Et la compassion des âmes. Des armes! Pourquoi s'en cacher? Épouvantable est le moment où il faut apprendre qu'au fond de la fosse gît le corps de la première dame. La seule qui détesta la justice faite aux morts avec la même force aveugle de celle qui la rapprochait de sa propre tombe. Vous allez
campagne. Mon bagne. Comment étancher des paupières qui n'ont plus de larmes, oh ma sœur bien-aimée. Fallait-il que le sort s'acharne une seconde fois sur nous? Pourquoi n'avoir écouté que la loi du cœur, là où même celle de la raison ne discerne plus que celle de la peur? Là où foi et raison confessent leur impuissance devant les adjurations de l'insuffisance. Pourquoi nos larmes s'arrêtent-elles au creux de nos paupières? Pourquoi nos sanglots s'arrêtent-ils à l'évocation de ton nom? Refuserais-tu que nous te pleurions? Donne-nous assez de larmes pour apaiser nos douleurs. Tu ne fais au fantasme des persécutés, à la bête virile du pouvoir. Quelle folie! Quelle folie! Ma douceur, mais tu étais si entière. Comment aurais-je pu t'arrêter? Toi sur qui même le cours du soleil n'a pas eu prise. Ne me reste que le ciel que je ne regarderai plus jamais qu'avec tes yeux. Moi qui ai appris à compter les étoiles sur tes doigts. Depuis les nuits que les nuages de la discorde ont couché l'horizon, l'obscurité a envahi jusqu'à... Maman! Ma douce mère, ne nous fais pas souffrir une fois de plus. Délivre-nous de la douleur qui étreint nos poitrines. Maman! Maman, quoi? Laisse-nous te pleurer à notre juste tristesse. Maman! Maman! Écoutez comme son pas est feutré. Entendez, comme elle est souple et féline, resplendissante, comme au premier rayon du soleil. Jamais elle n'avait été aussi belle. Alors, qui est vrai, belle pour t'en mettre et mari. Hein? Viens, mon amour. Viens. 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 Ah, viens que je te dise combien je t'ai fait mal. Viens que je te dise combien je t'ai fait mal. Que je vous dise combien je vous ai fait mal. À vous mes enfants. Nous voilà enfin réunis. Hein? Mais en fait, quel mal ai-je commis? Quel mal ai-je commis? Quel mal ai-je commis? Sinon celui de t'avoir laissé aller sous les yeux de la pourriture. La langue n'a jamais été faite de la trahison. Et pourquoi rester-tu planté là? Viens. Viens que je t'explique. Oui. Viens que l'on s'explique. Que je te dise moi-même. Que je te dise moi-même de vivre
Tu ne m'as jamais cru, hein? Des rats! Des rats! Les rats ont envahi la ville!